Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'accord sur le nucléaire iranien, ouvrant la voie à la levée progressive des sanctions internationales. Le secrétaire américain à la Défense, lui, est en Israël pour rassurer Jérusalem. Ashton Carter verra Netanyahou demain. Attentat sanglant attribué à l'État islamique à la frontière syrienne côté turc. 30 morts au moins dans une manifestation organisée par des Kurdes. Une autre attaque menée au même moment à Kobané, cette fois côté syrien. La FIFA se choisira un nouveau président le 26 février prochain. Sepp Blatter a repris la parole aujourd'hui pour confirmer qu'il ne serait plus candidat et annoncer des réformes comme la limitation du nombre de mandats. Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a donc validé à l'unanimité l'accord sur le nucléaire iranien, eh bien les États-Unis, eux, tentent de rassurer Israël. C'est le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, qui est chargé de cette mission. Il était aujourd'hui sur plusieurs zones de défense stratégique du territoire israélien et doit rencontrer Netanyahou demain. Récit de cette journée, Maxime Pérez. Ashton Carter en visite à la frontière libanaise. Pour sa première journée en Israël, le secrétaire d'État américain à la Défense ne pouvait espérer de meilleure entrée en matière. Car pour son homologue israélien Moshe Ya'alon et pour les généraux de Tzahal qui l'ont accueilli dans un avant-poste militaire, l'objectif était de pointer la menace que l'accord avec l'Iran fait peser sur Israël, un renforcement du Hezbollah au sud Liban et qui sait peut-être même en Syrie, le long du plateau du Golan. Un message martelé dès l'arrivée d'Ashton Carter à Tel Aviv. Un peu plus tôt dans la journée, Moshe Ya'alon l'accueillait en grande pompe à la Kéria de Tel Aviv, le QG de l'armée israélienne et du ministère de la Défense. L'Iran était bien sûr au cœur des discussions. Nous avons de profondes divergences au sujet de l'accord avec l'Iran et une crainte pour notre futur qui serait une conséquence de cette signature. Pour autant, nous abordons ce dossier de manière ouverte, au même titre que d'autres dossiers de la plus haute importance. La relation que nous avons avec les États-Unis est un pilier pour la défense de notre pays. Reste qu'Ashton Carter est d'abord venu rassurer son allié israélien. Ce à quoi s'engage l'administration américaine, c'était une aide militaire sans précédent, une compensation à l'accord sur le nucléaire iranien. Nous sommes à vos côtés depuis toujours et nous le resterons. Israël est la pierre angulaire de notre stratégie au Moyen-Orient. Sa sécurité et sa supériorité technologique sur le plan militaire sont notre priorité. Et c'est également la mienne. Il faudra aussi convaincre Benjamin Netanyahou qu'Ashton Carter doit rencontrer ce mardi à Jérusalem. Plus que jamais, les relations israélo-américaines s'apprêtent à vivre une nouvelle épreuve de vérité. Alors le vote du Conseil de sécurité de l'ONU permet, je vous le disais, d'envisager une levée des sanctions internationales qui frappent l'Iran depuis des années, à condition, précise l'ONU, eh bien, que les Iraniens respectent les clauses de l'accord. Mais pour préparer dès à présent cette levée des sanctions, eh bien, le ministre allemand de l'économie n'a pas perdu de temps. Il est le premier officiel occidental à se rendre à Téhéran. Julia Ganancien. Il est le premier aux dirigeants européens à se rendre dans le pays depuis la conclusion de l'accord. En visite en Iran, Sigmar Gabriel a tenu à défendre le droit d'Israël à la sécurité, un jeu d'équilibre complexe pour le ministre allemand qui plaide pour l'amélioration des relations entre les deux pays. S'il vous plaît, comprenez que de bonnes relations avec l'Allemagne signifient que nous ne devons pas mettre en cause la sécurité d'Israël. Mais cette ligne de défense d'Israël a été aussitôt rejetée par les autorités iraniennes. La République islamique refuse de reconnaître l'État hébreu, soutient le Hezbollah libanais et les groupes islamistes palestiniens Hamas et Djihad islamique. Berlin est dans une position délicate. L'Allemagne tente de ménager sa relation avec Israël, opposée à tout arrangement avec Téhéran, mais entend aussi profiter de la nouvelle situation pour gagner des parts de marché en Iran. Nous sommes prêts à renforcer notre coopération économique. Avec l'accord nucléaire et la reprise économique qui va sûrement venir après, l'Iran aura de nouvelles responsabilités à l'intérieur du pays et à l'étranger.
Après lui, l'Iran s'attend à accueillir de nombreux autres responsables politiques et hommes d'affaires européens attirés par les richesses du pays et l'énorme potentiel d'un marché de près de 80 millions de personnes. D'autant que le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'adopter à l'unanimité une résolution qui entérine l'accord nucléaire signé par l'Iran et les grandes puissances et prépare la levée des sanctions internationales. Cet accord ne répond pas à toutes nos inquiétudes, mais s'il est appliqué, il rendra le monde plus sûr. À condition que l'Iran respecte l'accord à la lettre, les 7 résolutions que l'ONU a adoptées depuis 2006 pour sanctionner l'Iran seront abrogées. Les grandes puissances font donc le pari que l'Iran contribuera à apaiser les crises régionales que le Conseil de sécurité est impuissant à régler. Mais le guide suprême iranien a averti, son pays continuera de soutenir ses amis comme le régime syrien ou les rebelles chiites au Yémen. Alors, invité depuis Jérusalem, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, Emmanuel Narshon. Bonsoir Emmanuel Narshon. Un mot d'abord sur cette visite, cette première visite finalement d'un officiel occidental, le ministre allemand de l'économie à Téhéran, qui a évoqué aujourd'hui, dans un premier discours à Téhéran, la sécurité d'Israël. Est-ce que ça vous rassure de vous dire finalement que cet accord va peut-être vous permettre d'être défendu en première ligne, si je puis dire ? Je dois vous avouer que ça ne nous rassure pas particulièrement, parce qu'il faut savoir que le vice-chancelier allemand, en fait, à 2 occasions a annulé une visite à Jérusalem, et là nous voyons qu'il s'empresse de se rendre à Téhéran alors que l'encre de la signature sur cet accord n'est pas encore sèche. Et alors j'aurais préféré, pour vous dire la vérité, que M. Gabriel soit ici en Israël et déclare ici, à partir de Jérusalem, qu'il se porte garant de la sécurité d'Israël, plutôt que de le faire à Téhéran. Mais quand même, l'Allemagne, et vous le savez, a quand même des relations très proches, évidemment, de par l'histoire maintenant, avec Israël, est très concernée par la sécurité d'Israël. Donc il y a quand même sans doute de la sincérité dans ce qu'il a dit. Oui, c'est tout à fait possible, mais d'un autre côté, ce que nous voyons, c'est une course effrénée d'hommes d'affaires et de politiciens européens vers Téhéran pour signer des accords économiques le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, pour l'Europe et pour beaucoup de sociétés en Europe, ce qui compte maintenant, c'est le bonanza économique qui va venir suite à la signature de l'accord. Et ce qui nous inquiète, nous, en Israël, c'est qu'au-delà des avantages économiques pour tel ou tel pays ou telle société, on ne se rende pas compte qu'en fin de compte, c'est un accord qui donne à Téhéran, dans 10 ans ou dans 15 ans, les mains libres pour construire un engin nucléaire. Alors en plus, l'ONU aujourd'hui, Emmanuel Narshon a ratifié à l'unanimité dans son Conseil de sécurité l'accord de Vienne, ce qui veut dire qu'on va aller maintenant vers une levée des sanctions si, dit l'ONU, évidemment l'Iran respecte cet accord. Vous avez confiance ou pas dans ce mécanisme ? Mais je crois que c'est un peu plus compliqué parce que d'abord il faut attendre l'aval du Congrès américain. Et je crois que de notre point de vue, c'est là qu'aura lieu, disons, le point principal de notre effort. Parce que nous avons notre vérité à dire et c'est une vérité qu'il faut absolument dire. C'est celle d'ailleurs d'Israël, mais c'est celle aussi de tous les pays de la région. Parce que nous avons l'impression qu'il y a une certaine part de naïveté. Si l'on pense maintenant que l'Iran va se transformer, que l'Iran va changer et va devenir un pays beaucoup plus modéré, ce que nous craignons, c'est la situation inverse. En fait, que cette période de 10 ou 15 ans soit utilisée par l'Iran pour s'enrichir, pour s'armer, pour armer des groupes terroristes un peu partout dans la région. Et ce sont nous, les peuples de cette région, qui paieront le prix pour cette naïveté ou pour cet optimisme qui n'a véritablement aucune base. Alors justement, le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, qui est en Israël aujourd'hui, on l'a vu notamment avec le ministre de la Défense, Ya'alon, est-ce qu'il vient vous rassurer ou est-ce qu'il vient justement vous proposer peut-être des solutions de compensation à cet accord nucléaire iranien ? Mais je crois qu'il y a une certaine faille logique dans toute cette question de la compensation. Parce que de 2 choses l'une, si cet accord est tellement bon et si cet accord amène la sécurité à toutes les nations du Moyen-Orient, y compris à Israël, pourquoi avons-nous besoin d'être compensés en recevant des armes ou en recevant une assistance militaire? D'un autre côté, si nous avons absolument besoin d'une assistance militaire accrue, alors dans ce cas, qu'est-ce que ça signifie par rapport à la stabilité de cet accord? Nous avons l'impression
l'impression, en fait, que nous dirigeons tous vers un terrain qui est absolument inconnu, vers un avenir qui risque malheureusement d'être fort instable et vers des années maintenant qui seront des années de course d'armement dans toute la région. Donc prochaine étape, Emmanuel Narshon, c'est bien le vote par le Congrès américain sur cet accord du nucléaire iranien. C'est l'objectif d'Israël, c'est de se faire entendre ? Oui, l'objectif d'Israël, c'est se faire entendre, mais c'est beaucoup plus que cela. Je dirais que c'est notre devoir, parce qu'en fin de compte, c'est un accord qui a effectivement des répercussions internationales, mais qui nous concerne aussi, nous, et qui concerne notre sécurité. Il ne faut jamais oublier que l'Iran est un pays qui appelle ouvertement à la destruction de l'État d'Israël. C'est un pays qui a non seulement un programme nucléaire, mais qui a aussi un programme conventionnel qui utilise des organisations terroristes, qui finance des attaques contre Israël. Donc dans cette situation, nous avons toutes les raisons d'être fort inquiets. Merci Emmanuel Narshon, porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Vous interveniez depuis Jérusalem. Merci à vous. Alors, Daniel Haïk, bonsoir. Bonsoir, Jean-Charles. Politique. On vient d'entendre donc ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ce vote de l'ONU, finalement, pour Israël, ne change pas grand-chose. Tout est focalisé maintenant vers le vote du Congrès américain. Oui, là, on s'y attendait. On s'attendait à ce vote à l'unanimité. Et Benjamin Netanyahu a réagi très fermement en affirmant qu'il n'y avait pas de limite à l'hypocrisie des nations. Le jour même où le leader iranien Khamenei menace de rayer Israël de la carte, de la surface du monde, eh bien, les nations unies votent un accord qui met en danger la sécurité de l'État d'Israël. Donc, de ce point de vue, on s'attendait. Et l'objectif, effectivement, devient le Congrès. Et Benjamin Netanyahu va essayer de peser de tout son poids, de forcer par toutes sortes de leviers de pression les députés, les membres du Congrès démocrates qui sont plutôt hésitants, qui pourraient être tentés de voter en faveur contre cet accord, en faveur de la position israélienne, y compris, même si le président américain pouvait menacer, comme il l'a fait, d'opposer son veto. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est de voir que finalement la Maison-Blanche envoie pour rassurer Israël son ministre de la Défense, oui. Ce qui n'est pas très rassurant comme contexte. Non, c'est pas très rassurant, mais c'était pas par hasard. Il faut toujours percevoir qu'il y a une différence de ton très, très claire entre, par exemple, le département d'État américain, John Kerry, et le secrétaire d'État américain à la Défense. Si on reprend, par exemple, même en revenant en arrière, Robert Gates, le précédent secrétaire d'État américain qui avait critiqué la position de Barack Obama, la politique de Barack Obama en Irak et en Afghanistan. On n'est plus militariste au Pentagone à Washington, et donc d'une certaine manière on se sent quelque peu un peu plus solidaire d'Israël, au moins sur le plan sécuritaire, et même Ashton Carter a parlé d'activité pernicieuse de l'Iran. Il a utilisé des termes très clairs, très fermes contre l'Iran, que l'on n'a pas entendu ces derniers jours, ces dernières semaines de la part de John Kerry. Donc il y a un contexte plus favorable. Il y a des anciens conseillers, un ancien conseiller, Harold Rhodes, un ancien conseiller du Pentagone, spécialiste du Proche-Orient, qui a affirmé que cet accord était un mauvais accord, pas seulement pour Israël, mais aussi pour les États-Unis, et que les Iraniens avaient perçu une faiblesse de la part de l'administration Obama et qu'ils s'étaient engouffrés dans cette faiblesse, et que cet accord n'est pas un bon accord. Donc il y a cette position, et donc il y a une forme de communion, on peut dire, de communion d'intérêts, de proximité plus claire entre, on va dire, le ministère israélien de la Défense et le Pentagone. Cela ne veut pas dire que les Israéliens accepteront les propositions de compensation sans précédent, comme l'a dit Susan Rice, d'armements ultra sophistiqués, comme on parle par exemple des F-35, des avions furtifs, on parle peut-être même de B-52, de bombardiers américains qui pourraient être fournis à Israël. Non, Israël pour l'instant ne veut pas, comme l'a dit Emmanuel Narshon, ne veut pas valider l'accord indirectement en acceptant la proposition généreuse des Américains. Pour l'instant, on reste sur la ligne ferme de Benjamin Netanyahou devant le Congrès, convaincre le Congrès, et ensuite, alors si effectivement le Congrès ne reste pas convaincu et vote en faveur de cet accord également, eh bien alors peut-être qu'il sera temps alors pour Israël d'essayer d'envisager une forme d'accord et de valider cette protection que lui proposent les États-Unis. Merci Daniel Haïk, vous restez avec nous, on parlera de
du Hamas et de Gaza dans un instant. La France, elle a livré à l'Égypte les 3 premiers exemplaires d'avions Rafale. Les appareils se trouvent sur la base aérienne d'Istres, dans le sud de la France, et doivent voyager demain vers l'Égypte avec des pilotes égyptiens spécialement formés. 24 avions au total ont été commandés par les Égyptiens. Un an après l'opération Bordure protectrice à Gaza, Israël et le Hamas continuent de se livrer à une sorte de guerre des images, guerre d'images interposées. Dernier épisode, cette vidéo diffusée par le Hamas dans laquelle il tente à montrer qu'il a eu à portée de jumelles, en tout cas, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Benny Gantz. Maxime Pérez. Ces images auraient été filmées depuis la bande de Gaza pendant le dernier conflit armé avec le Hamas. Au loin, un attroupement de soldats israéliens. Ils semblent inspecter la zone frontalière, sans se douter qu'ils sont épiés, sans se douter que leur vie est peut-être en danger. Dans cette vidéo tout juste publiée sur les réseaux sociaux, le Hamas prétend avoir identifié le général Benny Gantz. Une affirmation impossible à vérifier, mais en montrant que l'ancien chef d'état-major de Tsahal était dans son viseur, le Hamas fait étalage de ses capacités militaires, y compris en matière de renseignement. Un peu plus d'un an après le déclenchement de l'opération Bordure protectrice, les islamistes au pouvoir à Gaza assurent ne pas vouloir de nouvelles escalades. Mais dans les faits, tout porte à croire qu'ils sont engagés dans une guerre psychologique sans merci contre leur pire ennemi. Illustration encore il y a quelques jours, dans cette autre vidéo du Hamas, c'est une infiltration en territoire israélien qui est filmée par un commando islamiste. L'attaque s'était également déroulée l'été dernier dans la région frontalière du Eshkol. 2 soldats israéliens avaient alors été tués à bord de leur jeep, dans une embuscade. Dans ce petit jeu macabre, rien n'échappe au travail de sabre du Hamas, ni ses victimes qui agonisent au sol et qui auraient pu être emmenées à Gaza, ni la plaque d'immatriculation du véhicule touché par une roquette RPG, comme une cruelle signature. Ces vidéos de propagande montrent que le Hamas manie désormais l'arme de la communication, un avertissement de plus pour Israël, si demain, une nouvelle guerre devait éclater. Alors Ali Waked nous rejoint, bonsoir, spécialiste donc, du monde arabe et musulman. On voit donc ces vidéos de propagande. Qu'est-ce que ça signifie d'abord? Quel est le message envoyé par le Hamas, si c'est lui qui a bien fait ces vidéos montrant Benny Gantz au bout des jumelles? Bon, la publication de cette vidéo vient dans le cadre de la célébration et du fait que le Hamas célèbre 1 an pour la fin de la guerre à la bande de Gaza. Et ça vient dans le cadre de marquer les réussites du Hamas dans cette guerre. Le Hamas veut montrer ici qu'il avait la possibilité de viser, de toucher directement le chef d'état-major israélien, et que parce qu'il n'a pas voulu ennuyer l'opération dont on a vu ici en derrière des frontières israéliennes, il n'a pas visé le chef de l'armée israélienne. 2 choses qu'on a compris cet après-midi de nos sources au sein du Hamas. 1, que le vidéo il est vrai, mais 2, ce n'était pas des jumelles. Il y avait une équipe de la section propagande du Hamas qui a filmé le chef d'état-major quand il était en visite, mais c'était le vidéo qui a vu Benny Gantz et non pas une jumelle militaire donc qui pouvait permettre aux membres du Hamas de tirer sur Benny Gantz. Le Hamas a vu Benny Gantz, mais le Hamas n'était pas en possibilité, n'était pas en capacité de tirer là-dessus, parce qu'ils ont filmé Benny Gantz d'une distance qui va entre 4 et 5 kilomètres. Le Hamas n'avait pas des snipers, n'avait pas des armes qui pouvaient toucher Benny Gantz. Quand je leur demandais, mais vous aviez des missiles, etc., des roquettes qui pouvaient toucher, ils ont dit que dans le calcul qu'ils ont fait, la réussite de l'opération et la possibilité de kidnapper, d'enlever un soldat israélien comptait plus que de toucher Benny Gantz. À qui s'adresse ce type de vidéo? Est-ce que c'est plutôt aujourd'hui aux gens qui habitent Gaza, ceux qui pourraient être tentés de soutenir les salafistes qui essaient de renverser le Hamas, ou bien est-ce que c'est à destination des Israéliens? Tout à fait, Jean-Charles. Non, je pense qu'à destination des Israéliens, les Israéliens connaissent très bien tout ce qui est infiltré à la bande de Gaza depuis le Sinaï
soit par les tunnels qui existent encore, soit par la mer. Le Hamas s'est procuré de tout ce qu'une organisation de la taille du Hamas pouvait s'en procurer en provenance de l'Iran, les machines les plus sophistiquées qui pouvaient aider le Hamas à suivre les mouvements de l'armée israélienne. Ce n'est pas un secret, le Hamas a réussi à s'infiltrer sur les appareils téléphoniques des Israéliens, sur les télévisions des chaînes israéliennes, etc. Donc ce n'est pas une surprise. Le Hamas vise deux publics essentiellement. Les salafistes qui accusent jour et nuit le Hamas d'avoir négligé, abandonné la résistance et d'être tombé amoureux du pouvoir et des privilèges du pouvoir. Et deux, ça vise aussi le public palestinien à la bande de Gaza qui voit encore la bande de Gaza pas construite, qui voit le projet de la reconstruction s'avancer dans un rythme très non satisfaisant pour la très grande majorité de la population, et c'est peut-être un moyen de consoler la population que la guerre n'était pas en vain et que dans cette guerre, malgré la destruction immense de la bande de Gaza, il y avait quelques réussites psychologiques importantes. Alors voilà pour cette affaire Ali Waqued. Daniel, je voudrais qu'on parle également, parce que ça fait partie un petit peu de cette guerre psychologique entre Israël et le Hamas, de ce sondage qui est publié aujourd'hui en Israël et qui montre qu'une très légère majorité d'Israéliens, 51%, serait favorable à un retour de l'armée israélienne dans Gaza et de la reconstruction des implantations qui ont été abandonnées il y a 10 ans. C'est un constat extrêmement intéressant, parce que si on se prolonge 10 ans en avant, les habitants du Gush Katif, ils étaient environ entre 8 et 10 000, avaient souffert d'une forme d'isolement. On avait dit que l'ensemble de la population n'avait pas compris l'importance de la présence d'habitants juifs, israéliens à l'intérieur de la bande de Gaza. Aujourd'hui, on est dans un tout autre contexte. Je crois que l'immense majorité de la population israélienne a compris d'abord que l'unilatéralisme, le fait de se retirer unilatéralement d'un territoire, comme cela a été le cas au sud Liban en mai 2000 et à Gaza en août 2005, au moment donc de l'expulsion des habitants du Gush Katif, ça a été un échec, ça a été prouvé, ça a été un échec. Les Israéliens l'ont compris, une majorité d'Israéliens comprennent que ce n'est pas la bonne technique. Il y a aussi le chaos régional qui contribue à réviser la position d'une partie des Israéliennes. Et je crois aussi que quelque part, on parle beaucoup de ces habitants. On comprend que ces 8000 habitants ont eu du mal à revenir à la réalité à l'intérieur des frontières de l'État d'Israël. Il y a une forme d'injustice de la part de l'État dont ces habitants ont souffert. Et il y a une forme de sensibilisation de la population envers ces habitants qui ont souffert après avoir été chassés de leur maison. Et donc, quelque part, cela peut expliquer ce sondage qui explique que plus de la moitié de la population israélienne est favorable, conçoit qu'il est possible de revenir à l'intérieur de la bande de Gaza. Et cela veut dire aussi que beaucoup d'Israéliens considèrent aussi que le conflit aujourd'hui n'est plus véritablement un conflit territorial, mais qu'il est plus un conflit d'ordre religieux. Je tiens, Jean-Charles, à signaler un point très important, un processus régional qui se passe. Deux rapprochements, un rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite et un rapprochement entre la direction du Hamas et l'Arabie saoudite. Dans le cadre de ce rapprochement, on a vu l'Arabie saoudite demander aux autorités égyptiennes d'ouvrir les frontières avec la bande de Gaza et laisser passer les Gazaouis pendant le mois du Ramadan. De l'autre côté, Israël qui augmente le nombre de camions et de marchandises qu'elle laisse rentrer à la bande de Gaza chaque mois. Et Israël comprend très bien que elle ne veut pas sacrifier ce rapprochement avec l'Arabie saoudite d'un côté, et de l'autre côté que le Hamas est peut-être le meilleur instrument avec lequel elle peut battre les salafis. Il y a 2 jours, une dizaine de voitures des dirigeants de la branche militaire du Hamas et du djihad islamique ont été montées d'explosifs par des militants salafistes, par des soupçonnés militants salafistes. Et depuis hier soir, le Hamas a arrêté 80 membres salafistes à la bande de Gaza. Et il y a 2 heures, les salafistes publient un tract menaçant de tirer des roquettes sur Israël si le Hamas ne libère pas les militants qu'elle a arrêtés. Et donc, Israël comprend très bien, avec tous les sentiments qui disent peut-être il faut retourner à la bande de Gaza, les colons israéliens, etc. Les Israéliens comprennent que la situation
qui se passe à l'heure actuelle à la bande de Gaza est totalement différente de ce qu'elle n'a été avant 2005. L'État islamique se trouve à la bande de Gaza. L'État islamique a menacé le Hamas de le supplanter à la bande de Gaza. Le défi est beaucoup plus important et le Hamas peut-être pourra faire partie des instruments avec lesquels Israël pensera battre les salafistes. Merci Ali Waked et Daniel Haïk. À propos de cette guerre d'il y a un an, eh bien voici une histoire émouvante, celle de la sœur d'un soldat israélien qui était mort il y a tout juste un an et qui a décidé de suivre sa trace dans l'armée israélienne. Reportage Elsa Mimoun. Il y a un an tout juste, la vie de Ron et de sa famille était bouleversée à jamais. Ben, le frère aîné âgé de 19 ans et soldat dans l'unité combattante Golani, tombait à Gaza pendant l'opération Bordure Protectrice. Bonsoir à tous. Combat meurtrier dans la région de Sajaya, dans la bande de Gaza, où l'opération terrestre se poursuit. 13 soldats de l'unité Golani ont été tués. Leur identité n'a pas encore été autorisée à la publication, mais les familles ont d'ores et déjà été informées. Suite à ce drame, Ron décide de marcher dans les pas de son frère en s'engageant à son tour dans une unité combattante. Quand mon frère est décédé, j'ai compris ce que c'était Golani, tout ce qu'il racontait, que c'était comme une famille pour lui. Il était fan de ça, c'était toute sa vie depuis qu'il était rentré à l'armée. J'ai donc décidé que je voulais faire comme lui et m'engager dans cette unité, poursuivre, continuer ce qu'il avait commencé. Quand elle est venue me le dire, ça nous a beaucoup touchés. Il y a une différence entre l'engagement d'une fille et d'un garçon, mais ça m'a vraiment touchée et on la soutient, bien sûr. Je suis pour qu'elle s'engage et qu'elle perpétue sa mémoire, son héritage. Tout ce qu'il n'a pas eu le temps de faire, comme aller dans les cours d'officier, eh bien elle veut le faire. À la maison, le souvenir de Ben tapisse les murs. Très volontaire, il avait fini ses classes avec les honneurs et n'était seulement que depuis 8 mois à l'armée lorsqu'il est entré dans Gaza. C'est ce que ses amis de l'armée ont fait. Ils lui ont écrit « À chaque branche qui se casse, un arbre entier pleure ». Car le symbole de l'unité Golani est l'arbre. Ça, c'était lors de son enrôlement. Toute la famille était là, à Tel HaShomer. Il n'y a pas longtemps, je suis retournée là-bas lorsqu'une copine s'est engagée et je me suis rappelée. Il était très en forme. C'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. En Israël, il n'est pas rare qu'après la perte d'une sœur ou d'un frère, un des membres de la famille décide de s'engager à son tour. Rien n'aide vraiment à faire face à cela. Mais si ça aide un peu, je ferai tout. Je veux qu'il soit fier. Je fais tout ça pour lui, grâce à lui, et pour moi. Il a laissé une marque. Ron, qui présente des ressemblances physiques flagrantes avec son frère, semble avoir désormais adopté son caractère. Elle devra être incorporée en novembre prochain pour au moins les 2 prochaines années, dans l'espoir de devenir officier dans l'unité de combat où servait son frère aîné. Voilà, reportage d'Elsa Mimoun. On va se retrouver dans un instant pour évoquer l'actualité économique et notamment la crise des éleveurs en France et puis aussi ce terrible attentat dans le sud de la Turquie, tout près de la frontière syrienne aujourd'hui. Et puis on évoquera le scandale de la FIFA. A tout de suite après la pause. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'accord sur le nucléaire iranien, ouvrant la voie désormais à la levée des sanctions internationales. Pendant ce temps, le secrétaire américain à la Défense tente de rassurer les Israéliens. Ashton Carter rencontrera Netanyahou demain. Attentat sanglant de l'État islamique à la frontière syrienne côté turc. 30 morts dans une manifestation organisée par des Kurdes réfugiés de la ville de Kobané. La FIFA se choisira un nouveau président le 26 février prochain. Sepp Blatter a repris la parole aujourd'hui pour confirmer qu'il ne serait plus candidat et annoncer des réformes.
La Grèce, et ça n'a pas été le rush annoncé pour la réouverture des banques. Aujourd'hui, les Grecs ont désormais le droit de retirer un peu plus d'argent que ces derniers jours, mais ils doivent également faire face aux fortes hausses de prix qui résultent de l'augmentation de la TVA. Julia Ganancia. Les rideaux de fer des banques grecques sont levés. Après 3 semaines de fermeture, les établissements ont dû embaucher des vigiles pour éviter la cohue, car les files d'attente sont assez impressionnantes. Les services offerts restent très limités, légèrement assouplis par rapport au contrôle des capitaux instauré depuis le 29 juin. Les Grecs peuvent recommencer à utiliser leur carte de crédit pour des achats à l'étranger et il sera possible dès vendredi de retirer 300 € d'un seul coup. Les banques survivront d'une manière ou d'une autre. La vraie question, c'est qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Moi, vous, nos enfants, c'est la question. Et je ne vois pas la lumière au fond du tunnel. Mais le vrai changement ce lundi, c'est que tout augmente ou presque. La TVA passe de 13 à 23% pour les denrées non périssables, la restauration, les courses de taxi ou encore les enterrements. Avec de telles mesures, le gouvernement grec espère 795 millions d'euros de recettes cette année, 2,4 milliards par an à partir de 2016. L'addition est salée pour le consommateur. Les Grecs sont déjà accablés par des impôts et des taxes. Maintenant, ils ne peuvent même plus acheter un bout de viande. C'est une honte. La Grèce fait aussi face à ses engagements financiers. Le pays a payé 2 milliards d'euros d'arriérés au FMI et 4 milliards d'euros à la BCE. Le tout grâce au déblocage de plus de 7 milliards d'euros de l'Union européenne à la Grèce. Mercredi, Alexis Tsipras soumettra au gouvernement ses nouvelles mesures d'austérité. Réforme de la justice, nouvelle législation bancaire, un nouveau test pour le Premier ministre. Son éventuelle démission est en jeu. Et dans l'actualité économique, au cœur de cet été dominé par la Grèce, eh bien, il y a également le dossier des éleveurs français qui s'invitent. Bonsoir Johanna Citruc, on en parle avec vous. Colère et blocage d'ailleurs en France de la part de ces éleveurs. Effectivement, aujourd'hui, ils étaient plusieurs centaines à bloquer les accès à la fois du Mont-Saint-Michel et de la ville de Caen. Depuis début juillet, ce type d'action se multiplie et surtout s'intensifie. Pourquoi? Alors, pour protester contre la faiblesse des prix de leurs produits. Résultat, ils n'ont pas assez d'argent pour couvrir leurs coûts de production. D'après des chiffres qui datent de 2014, pour 1 kg de viande de bœuf vendue un petit peu moins de 7,50 €, eh bien l'éleveur n'empochait que 3,22 €. Ça représentait tout juste 43% du prix de vente. Pour la viande de porc, c'était encore moins, seulement 31% du prix de vente. Pourtant, en juin dernier, eh bien, un accord a été conclu entre les acteurs du secteur pour reverser aux éleveurs 5 centimes supplémentaires par semaine sur le prix de leur viande au kilo. En tout cas, le temps qu'ils renouent avec la rentabilité, mais visiblement, cet accord n'a pas été respecté. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment expliquer cette crise du secteur de l'élevage? Alors, il n'y a pas une, mais plusieurs raisons à cette crise. Premièrement, il y a une surproduction, donc l'offre qui est trop élevée par rapport à la demande, notamment en ce qui concerne le lait, puisque depuis avril dernier, les quotas laitiers ont été supprimés. Par ailleurs, cette demande, eh bien, elle diminue. Les Français mangent de moins en moins de viande. Par exemple, entre 2013 et 2014, la consommation de bœuf a diminué de 4%. Il y a aussi la chute des exportations qui est liée à l'embargo russe sur les produits agroalimentaires, et tout ça fait que près de 10% des exploitations d'élevage seraient actuellement au bord du dépôt de bilan. Autrement dit, au moins 40 000 emplois seraient menacés sur les quelques 900 000 que compte la filière. Le ministre de l'Agriculture a proposé de recevoir donc ces professionnels du secteur jeudi à Paris à l'Élysée, une date que les éleveurs jugent trop tardive. Ils ont donc annoncé que les blocages, puisque ça s'étend actuellement en France, ne seront pas levés tant que Stéphane Le Foll ne viendra pas lui-même sur place. Merci Johanna Citruc. Série d'attentats attribués à l'État islamique. Un centre culturel kurde a été visé en Turquie, tout près de la frontière syrienne, aujourd'hui faisant au moins 30 morts, alors qu'une autre attaque a eu lieu dans le même temps à Kobané, cette fois côté syrien. Léa Berdugo. L'explosion s'est produite dans un centre culturel de Suruç, une localité turque proche de la frontière syrienne. De nombreuses ambulances et un important dispositif de secours ont été immédiatement dépêchés sur les lieux. Une trentaine de morts ont été dénombrés. Pour les autorités turques, il y a de fortes raisons de penser que le groupe État islamique se trouve derrière cet attentat suicide. Au nom de mon peuple, je maudis et condamne les auteurs de cette brutalité.
La ville de Suruç accueille des milliers de réfugiés kurdes de Syrie qui ont quitté la région de Kobané lors de l'offensive lancée par les combattants de l'EI en septembre dernier. Cet épisode avait provoqué l'exode d'environ 200 000 personnes vers la Turquie. Quelques instants après l'explosion, c'est au tour de la ville de Kobané d'être la cible d'une attaque. Un barrage de sécurité établi par les milices kurdes de l'autre côté de la frontière a été frappé. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 2 combattants kurdes ont été tués par l'explosion. Toujours dans le nord de la Syrie, dans la ville de Hasakeh, une nouvelle collaboration se met en place. Face à l'ennemi commun, le groupe État islamique, forces kurdes et soldats syriens unissent leurs forces pour la première fois. Il s'agit d'un accord tacite avec l'armée loyaliste qui s'était retirée des zones kurdes au nord, leur offrant une autonomie. Selon un officier kurde, même si cette collaboration n'est pas officielle, il existe également une coordination entre les forces de la coalition anti-djihadiste et l'armée syrienne de Bachar el-Assad. C'est le 26 février prochain que la FIFA se choisira un nouveau président. C'est l'une des dernières décisions prises par le démissionnaire Sepp Blatter au cœur d'un vaste scandale de corruption. Et pour le remplacer, l'hypothèse Michel Platini se renforce un peu plus. Mais d'ici là, Sepp Blatter devra faire face à une contestation grandissante, comme il a pu le constater aujourd'hui. Joseph Emmanuel. Des dollars comme s'il en pleuvait sur le président de la FIFA, plus qu'une image, le symbole d'un système qui s'effondre. Sepp Blatter, hébété, semble ne plus savoir quoi faire. Le directeur de la communication lui suggère de retourner s'asseoir, mais la place du président de la FIFA devient intenable. Ladies and gentlemen, we have to clean here first. On va devoir nettoyer ça ou je ne serai pas capable de m'exprimer. Nous sommes ici pour parler football. Cela n'a rien à voir avec le foot. Je reviens dans un instant. Un instant qui durera jusqu'au 26 février prochain, la date décidée par le comité exécutif de l'instance suprême pour élire le futur président de la FIFA. La conférence de presse a pu reprendre après quelques minutes et M. Blatter a esquissé quelques réformes qui seront mises en œuvre avant l'élection. Parmi elles, la limitation des mandats pour les dirigeants qui ne pourront plus, comme lui, enchaîner 5 mandats. Autre mesure phare, mais bien difficile à mettre en œuvre, le contrôle poussé de la probité des membres du comité exécutif avec la publication de leur rémunération, des mesures qui semblent prises pour redorer le blason d'une instance salie. Les derniers mots de Sepp Blatter ont été des encouragements à tous les candidats, y compris Michel Platini, son principal opposant, qui n'a pas encore déclaré sa candidature. Pour beaucoup, il est le candidat le plus légitime, le candidat providentiel. Platini décidera dans 2 semaines s'il se présente ou non, pour peut-être devenir le successeur de son meilleur ennemi et ainsi passer de l'UEFA à la FIFA. Mais les candidats ne manqueront pas, l'ancien ballon d'or Figo, le prince Ali ou encore Michael van Praag, l'actuel président de la fédération néerlandaise. Mais Michel Platini pourrait faire la différence à travers le soutien déjà acquis de certains présidents de confédérations indispensables à l'élection. Je ne parle pas anglais. À l'heure où le petit monde du ballon ne tourne plus très rond, une chose semble certaine, la légende du football français, qui connaît parfaitement les arcanes de la FIFA, ne se lancera pas dans la course sans avoir de sérieuses garanties. Alors, il y aura donc un nouveau président, c'est sûr, maintenant, le 26 février prochain, à la tête de la FIFA. On est en ligne avec Jérôme Champagne. Bonsoir, ancien haut dirigeant de la FIFA. Et vous-même, vous avez été candidat d'ailleurs à cette présidence de la FIFA. D'abord, est-ce que vous étiez, vous, persuadé que Blatter allait bien démissionner? Parce qu'il y avait certains qui pensaient qu'il allait peut-être revenir sur sa décision. Pour vous, ça ne faisait aucun doute qu'il ne serait plus candidat? Je pense que le commentaire qui a été fait de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est à mon sens une mauvaise lecture. Parce qu'aujourd'hui, c'est à mon sens une journée qui est positive pour Blatter. N'oubliez pas que l'UEFA et certains de ses acolytes souhaitaient qu'il démissionne tout de suite et souhaitaient que l'élection ait lieu en décembre, parce que la manœuvre était de raccourcir la campagne électorale pour qu'il n'y ait qu'un nombre très réduit de candidats. Et deuxièmement, ces mêmes acolytes souhaitaient qu'il n'y ait pas de réforme. Donc je pense que votre commentaire n'est pas le bon commentaire. Aujourd'hui, c'est une victoire pour Blatter. Il a non seulement obtenu que la date de l'élection soit celle qu'il voulait, c'est-à-dire fin février, et deuxièmement, il a réussi à faire approuver des principes de réforme qui sont les réformes même que l'UEFA et Platini avaient refusées en 2013.
Donc je pense que votre commentaire est à mon avis décalé par rapport à la réalité des choses et qu'aujourd'hui c'est une victoire de Blatter sur Platini. Mais il y a quand même une réalité, on va revenir sur les réformes dans un instant, Jérôme Champagne, mais il y a une réalité aujourd'hui, et ça il faut en convenir, c'est que la position de Blatter est devenue intenable. Il ne sort quasiment plus. Il n'était pas à la dernière finale du mondial féminin. On a vu ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette conférence de presse. C'est très difficile pour lui d'incarner l'image du changement de la FIFA aujourd'hui. Ça, c'est effectivement l'image de l'opinion publique, mais les gens à l'intérieur du monde du football se rendent bien compte que Blatter a été réélu en mars avec plus de voix qu'il n'en avait obtenu en 98, et j'ai personnellement le sentiment que s'il se représentait, il gagnerait à nouveau. Mais pour reprendre votre première question, moi j'avais absolument la certitude qu'il ne se représenterait plus, et il l'a confirmé. Mais je crois qu'il y a un décalage, si vous voulez, qui a été entretenu par la simplification. Vous savez, on entend le plus grand scandale de la FIFA, mais c'est un scandale des confédérations. Parce que si vous regardez les personnes qui sont mises en cause, les contrats pour les compétitions desquelles ils ont été mis en cause, ce sont des confédérations qui sont en cause. Et la FIFA en tant que telle n'est pas mise en cause. Et je ne suis pas là pour défendre Sepp Blatter, mais lui n'est pas accusé du comportement, et notamment de toutes les controverses qui ont entouré le vote du 2 décembre 2010 et qui affectent notamment aussi Michel Platini et d'autres dirigeants du football. Alors justement, venons-en maintenant à ces réformes qui sont annoncées. Est-ce que pour vous, il sera bon de publier les rémunérations des membres du comité exécutif, sachant que s'il s'agit de pots de vin, évidemment que ça n'apparaîtra pas dans des déclarations? Alors écoutez, moi je me réjouis aujourd'hui parce que quand j'étais candidat, j'avais mis un programme détaillé. J'ai d'ailleurs été le seul à mettre sur la table un programme détaillé. J'avais recommandé une réforme du comité exécutif, qu'on puisse contrôler ce que font les confédérations, parce que vos téléspectateurs doivent savoir que les membres de la FIFA, ce sont les fédérations nationales, notamment la fédération israélienne, mais que le pouvoir est contrôlé par les confédérations qui ne sont pas membres. Et comme je l'ai dit souvent, le comité exécutif de la FIFA n'est pas le gouvernement de la FIFA, mais une sorte de bourse où les présidents de confédérations s'échangent les voix. Deuxième réforme que moi j'avais défendue, c'était la transparence sur les salaires. Et là, ce que je trouve très positif, c'est que cette transparence s'appliquera au sommet de la FIFA, mais aussi par exemple à la présidence de l'UEFA. Nous ne connaissons pas le salaire des présidents des confédérations, voire les salaires des présidents de fédérations nationales. Quant à la limitation des mandats, moi je trouve ça très positif, mais surtout, elle s'appliquera à tout le monde. Et comme l'a souligné M. Blatter, en 2013, cette réforme devait être appliquée, mais elle avait été bloquée à l'époque par l'UEFA. Donc vous voyez que votre commentaire est, à mon avis, en décalage avec la réalité, mais il correspond, votre documentaire, à cette sorte de simplisme qui a eu lieu, qui a été développé ces dernières semaines. C'est un scandale de la FIFA, alors que c'est un scandale des confédérations. Bon, donc en fait, tout est fait finalement pour dire que Platini ne sera pas un si bon candidat que ça à la FIFA, c'est ça, vous nous dites ce soir ? Excusez-moi ? Vous êtes en train de nous dire finalement que Platini ne sera pas un si bon candidat que cela à la présidence de la FIFA, puisque c'est lui qui est visé. Écoutez, moi je pense, quand vous connaissez l'histoire du football, et je pense que vous la connaissez, l'histoire du football s'est faite sur le conflit entre l'européocentrisme et le reste du monde. C'est d'ailleurs sur ce thème-là qu'en 1974, le président Havelange avait été élu face au président sortant anglais. Le monde a changé, l'Europe ne domine plus le football, et il ne faut plus la voir, je dirais, avec le prisme seulement de la Ligue des Champions. Vous savez, ce qui est bon pour le Real Madrid et Chelsea n'est pas automatiquement bon pour le football mondial. Le football a changé. Et vous savez, à l'intérieur de l'Europe, il y a des profondes divisions. On voit bien émerger une sorte, comme on l'a dit avec la crise grecque, une sorte d'ordo-libéralisme anglo-saxon vis-à-vis de l'euro. Il y a exactement la même chose dans le football. Et je suis convaincu que l'ensemble des continents sera extrêmement réticent à donner les clés de la FIFA aux représentants de l'UEFA. Est-ce que vous-même, vous seriez prêt à repartir en campagne, Jérôme Champagne ? Écoutez, je vous dis ce que je dis à tout le monde depuis, je dirais, le 2 juin. J'observe la situation, j'ai rien décidé, n'exclus rien non plus. Mais je crois qu'aujourd'hui, le problème central, c'est que l'Europe qui concentre les meilleurs joueurs et les plus gros revenus, il ne lui manque qu'une seule chose aujourd'hui, c'est les clés de la FIFA. Et je crois que le football appartient au monde, le football est universel. Et on ne peut pas donner, je dirais, aux représentants des plus grands clubs, des clubs les plus riches, la totalité du contrôle. Ça n'est pas possible. Et n'oubliez pas que les 20 clubs les plus riches ont un chiffre d'affaires cumulé de 6,2 milliards d'euros, tandis que nous avons plus de 100 fédérations qui survivent avec moins de 2 millions de dollars par an. Ça n'est pas possible. Et on voit bien qu'on ne peut pas laisser les clés de l'organisme, de la régulation mondiale à ceux qui possèdent déjà tout. Ça me paraît difficile.
Merci Jérôme Champagne, merci d'avoir été en direct pour réagir donc à cette vague de mesures annoncées par Sepp Blatter cet après-midi à Zurich. Merci à vous. Une journée historique entre Cuba et les États-Unis. La normalisation des relations est entrée dans une phase active avec la réouverture des ambassades dans chacune des deux capitales aujourd'hui. Une cérémonie a d'ailleurs lieu en ce moment même à Washington. Les relations diplomatiques reprennent après 50 ans de rupture et John Kerry va d'ailleurs se rendre sur l'île le 14 août prochain. Joseph Emmanuel. Il est rouge, blanc et bleu. Le drapeau cubain flotte au milieu d'autres drapeaux dans le département d'État américain. Un étendard hissé pour marquer le rétablissement historique des relations diplomatiques entre la Havane et Washington. Un retour à la normale après des années d'hostilité entre les deux pays. Un retour longtemps espéré par les Cubains. C'est un jour très important pour le peuple des États-Unis et pour le peuple de Cuba aussi. Des relations rétablies et normalisées dans toute leur splendeur. C'est ce qui doit exister entre les deux peuples. Le drapeau sera aussi hissé à la mission diplomatique cubaine de Washington, un lieu devenant donc une ambassade pour la première fois depuis 1961. C'est dimanche soir, après le 12e coup de minuit, que les relations ont officiellement repris. Et à Cuba également, une ambassade est sur le point d'ouvrir. La cérémonie très solennelle installera le drapeau de l'ennemi d'hier, le drapeau américain. Et John Kerry sera présent. Mais pour le moment, le chef de la diplomatie américaine reçoit ce lundi son homologue cubain, Bruno Rodriguez, pour une série d'entretiens. Le diplomate cubain préside également, à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche, une cérémonie dans la nouvelle ambassade cubaine, une scène inimaginable il y a encore quelques mois. C'est en décembre dernier que les États-Unis et Cuba ont annoncé leur volonté commune de normaliser leurs relations. La reprise ne masque cependant pas les nombreux sujets de discorde encore à l'ordre du jour. La levée de l'embargo américain, la restitution de la base navale de Guantanamo et les indemnisations réclamées par les Américains expropriés lors de la Révolution sont autant de sujets sensibles qu'il faudra traiter. Les républicains américains sont d'ailleurs nombreux à reprocher au président Obama d'avoir normalisé les relations des États-Unis avec un pays aux valeurs radicalement opposées à celles qui font les États-Unis d'Amérique. Pour la première fois, un dictateur africain est jugé par un tribunal sur le continent africain, en l'occurrence celui de Dakar au Sénégal. C'est l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré qui a d'ailleurs dû être amené de force au tribunal aujourd'hui car il ne reconnaît pas la légalité de cette procédure. Léa Berdugo. Le procès est qualifié d'historique. Pour la première fois, un ancien chef d'État africain doit répondre de ses actes devant une cour d'un autre pays d'Afrique. Hissène Habré ne souhaitait pas comparaître. Vêtu de blanc et coiffé d'un turban, il a été traîné de force devant le tribunal. L'ancien dictateur est accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Il est surnommé l'homme aux 40 000 morts. Si je pouvais lui demander qu'est-ce que je lui ai fait, qu'est-ce que nous autres pauvres femmes, on lui a fait pour qu'il fasse ce mal. Il nous a fait mal. Il a tué nos maris. La défense n'était pas représentée en ce premier jour de procès. L'accusé avait fait auparavant savoir qu'il ne reconnaissait pas cette juridiction, alors que l'une des partisanes de l'ancien dictateur évoque un complot de l'Occident. L'un de ses proches qualifie le procès de politique et reproche à Idriss Déby d'avoir trahi l'ancien président en le chassant du pouvoir tchadien et au Sénégal d'en être complice. Depuis votre naissance, est-ce que vous avez vu affaire comme ça? Non. Dans le monde entier, un pays qui vous a donné exil. Il peut être aux côtés de celui qui a arraché son fauteuil. Est-ce que vous l'avez vu un jour? Il finance. Hein? Il dicte. Il dirige le procès. Hissène Habré a jusqu'à sa chute bénéficié du soutien français et américain contre la Libye du colonel Kadhafi. Les autorités françaises ont toutefois tenu à saluer l'ouverture du procès. L'ancien dirigeant encourt entre 30 ans de prison ferme et la prison à perpétuité. En Grande-Bretagne, David Cameron veut rendre l'État islamique moins glamour. C'est le terme qu'a utilisé aujourd'hui le Premier ministre pour annoncer toute une série de mesures visant à chasser le terrorisme et le djihadisme des pensées des jeunes Britanniques. Solal Azerwal. Combattre l'État islamique en Irak et en Syrie, lutter contre la radicalisation et soutenir un islam modéré. Tels sont les 3 axes de lutte face à Daesh.
Interventionniste, le Premier ministre britannique envisage d'étendre à la Syrie l'affrontement contre l'État islamique. Son objectif est clair, détruire le califat, que ce soit en Irak ou en Syrie. Pour l'instant, l'armée de l'air britannique n'est autorisée à intervenir qu'en Irak. Pour se donner les moyens de son ambition, David Cameron présente un plan de lutte sur 5 ans contre l'extrémisme et le terrorisme. Grâce à notre loi antiterroriste, je souhaite mettre hors d'état de nuire les principaux extrémistes influents qui prennent soin d'agir dans le cadre de la loi, mais détestent clairement la société britannique et tout ce que nous défendons. Face à ces prédicateurs, David Cameron sollicite les fournisseurs d'accès à Internet. Car Internet est un puissant vecteur de l'extrémisme islamiste et de la propagande djihadiste. Pour lutter contre la menace terroriste, la stratégie du gouvernement consiste à présenter l'envers du décor. Nous devons rendre la cause extrémiste moins glamour, en particulier le groupe État islamique. Ce n'est pas un mouvement pionnier, mais un mouvement violent, brutal, fondamentalement odieux. Et voici mon message à l'intention des jeunes Britanniques qui souhaitent partir faire le djihad. Si vous êtes un homme, vous subirez un lavage de cerveau afin qu'ils attachent une ceinture d'explosifs autour de votre corps et que vous explosiez. Si vous êtes une femme, vous serez asservie et violée. C'est la triste et brutale réalité de l'État islamique. Le combat de notre génération, ajoute le Premier ministre britannique. Prochaine étape, soumettre au Parlement son plan anti-EI. L'interventionnisme du Premier ministre intervient un mois après le vendredi noir du terrorisme. En Tunisie, le 26 juin dernier, 30 des 38 victimes étaient britanniques. On parlait tout à l'heure des 1 an de l'opération Bordure protectrice à Gaza. Eh bien, des femmes sont actuellement installées devant le bureau du Premier ministre israélien à Jérusalem. Elles ont décidé de jeûner chaque jour à tour de rôle pendant toute la durée de la guerre à Gaza, soit près de 50 jours. Reportage Alice de Comarmont, Benjamin Le Souef. Tzometan, ces 2 mots placardés et sur les larges barrières encerclant la résidence du Premier ministre israélien interpellent. Et c'est le but recherché. Le jeu de mots fait référence à Tzuketan, l'opération Bordure protectrice débutée il y a tout juste 1 an. Depuis, nous n'avons pas l'impression que les choses aient changé. Nous avons la ferme conviction que tout n'est pas fait pour arriver à un accord politique. Notre but, c'est le retour à la table des négociations et un accord politique. Et pour ce faire, la méthode est sévère. Les membres du mouvement Women Wage Peace, les femmes font la paix, ont monté une tente devant la résidence et elles y ont entamé un jeûne de 50 jours, égal à la durée du conflit de l'été dernier. D'où le nom de l'opération, Tzometan, signifiant littéralement « jeûne puissant ». Sur une pancarte autour de leur cou, cette inscription « Je jeûne ». Elles sont déterminées à ne pas rester les bras croisés. Il y a beaucoup d'hommes qui, jusqu'à maintenant, n'en ont pas fait assez. Peut-être pouvons-nous les aider, en tout cas je le crois, à faire cela, à construire la paix. Nous voulons appeler le Premier ministre et le gouvernement et les membres du Parlement aussi à venir nous rendre visite, à venir nous écouter. On estime aussi que les femmes ne sont pas assez écoutées dans la société israélienne. Venant de tous les horizons, de tous partis politiques confondus, juifs et arabes, elles ont en commun cette impérieuse envie de vivre dans une région en paix et en sécurité, la guerre ayant laissé des plaies encore béantes. Elle n'a pas choisi cette guerre, mais ça a été une guerre très très difficile. J'ai une pensée aussi pour toutes les victimes innocentes en face, parce qu'il y en a eu des milliers, et que je suis une humaniste avant toute chose. Avant d'être israélienne, avant d'être juive, je suis une femme. Je suis une mère et je suis une humaniste. Je vis dans ce monde et je n'ignore pas la souffrance des autres. Vivre en paix, mais aussi ensemble. Car l'intention de Women Wage for Peace est aussi de rompre avec le racisme et les idées reçues qui ont été particulièrement exacerbées lors de cette dernière guerre. Le Coran dit « Nous devons nous respecter les uns les autres ». Et nous devons maintenir de bonnes relations entre nous. Ce que le monde entier ignore, et moi personnellement, en tant qu'Israélienne, ça me fait une peine énorme, c'est que la majorité d'Israéliens sont pour des accords politiques. La majorité des Israéliens, même mieux que ça, veulent la paix. En 6 ans, 3 guerres ont opposé Israël aux mouvements armés palestiniens. Le dernier conflit a fait 2251 morts du côté palestinien et 73 du côté israélien. Les femmes de Women Wage
for Peace vont continuer d'attendre Benjamin Netanyahou devant sa porte jusqu'au 26 août prochain, en espérant un jour stopper cette hémorragie. À quoi pourraient ressembler les jardins d'enfants de demain? C'est l'idée sur laquelle ont planché des étudiants israéliens et dont les résultats viennent d'être exposés. Reportage Uri Shapira avec Léa Volbert. À quoi ressembleront les écoles maternelles du futur? Les étudiants de l'école de design Shankar de Ramat Gan en Israël ont tenté de répondre à cette question à travers une nouvelle exposition. Nous avons permis à nos étudiants de rédiger leur thèse de fin d'études sur les problèmes de l'éducation dans les écoles maternelles et de se baser sur ces problèmes pour créer leur projet. Internet et les réseaux sociaux sont au cœur même de l'exposition, avec par exemple ce projet qui reprend des éléments de Facebook tels que le mur de publication ou le journal, des éléments ensuite adaptés au monde des enfants. Une des stratégies les plus intéressantes consistait à s'adapter aux villes. Certains des projets s'adaptent aux espaces des villes, des places publiques ou même des grands espaces extérieurs. D'autres projets traitent la problématique du développement de la curiosité et de la création d'un espace personnel. Grâce aux différentes ombres et angles, chaque entrée fournit une expérience différente aux enfants. Un enfant pourrait s'imaginer qu'il est en train de flotter dans un bateau entouré de mandariniers et avec un ciel marmelade, alors qu'un autre pourrait s'imaginer en train d'escalader un pont. Les étudiants ont passé des heures entières à faire des recherches. Certains ont observé un long moment les garderies, car trouver les solutions aux garderies du futur n'est pas forcément un jeu d'enfant. Ne manquez pas dans une dizaine de minutes le témoignage exclusif de la première israélienne et première occidentale tout court d'ailleurs à être allée combattre l'État islamique avec les Kurdes. Gil Rosenberg sera notre invité. À tout à l'heure, juste après le journal complet dans un instant avec Elsa Limoni. Suite du Grand Direct et on va maintenant accueillir un personnage hors du commun. On vous a parlé d'elle déjà sur i24 News. Elle a été la première femme occidentale à partir combattre l'État islamique sur le territoire irakien. Gil Rosenberg, bonsoir. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous accueillir. On va discuter avec vous dans un instant. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur ce moment où vous êtes revenue en Israël parce que vous êtes à la fois israélienne et canadienne. C'est ce qui donne aussi un côté encore plus étonnant à votre histoire. C'est Maëlle Benoliel qui était venue vous accueillir. C'était il y a quelques jours. Regardez. Elle est de retour. Il y a quelques jours encore, elle était en train de combattre, arme à la main, l'État islamique aux côtés des forces kurdes en Irak ou en Syrie. Il y a 9 mois, cette Israélienne née au Canada a rejoint ces hommes et ces femmes qui se battent pour leur liberté contre l'organisation djihadiste qui souhaite voir le Kurdistan se transformer en califat. Elle est même la première femme occidentale à avoir franchi le pas. Elle, c'est Gil Rosenberg. À l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, pas de comité d'accueil pour cette ancienne soldate de Tsahal, mais 2 heures passées au service d'immigration pour réguler sa situation. C'est une sensation irréelle, mais je suis contente d'être à la maison. Photos à l'appui, cette mercenaire nous livre ses premières impressions après ses longues semaines à combattre l'État islamique. Au départ, j'ai combattu avec les unités de protection du peuple en Syrie. Mais après, j'ai changé pour une autre unité en Irak qui combattait aux côtés des Peshmerga. Mon quotidien, c'était d'être sur la ligne de front à combattre l'État islamique, à tenir les lignes et à empêcher leur progression dans des combats intensifs. L'organisation terroriste a même soutenu la détenir en otage à un moment, mais Gil a toujours su échapper à leurs griffes. Je suis partie là-bas car je ne pouvais pas supporter de voir toutes ces femmes et ces enfants être violés, mutilés ou torturés, tués ou être vendus en tant qu'esclaves sexuels. Toutes ces atrocités qui prennent place là-bas alors que le monde reste silencieux et ne fait rien. Moi, je ne pouvais pas continuer à rien faire. J'ai senti que je pouvais faire quelque chose, que je devais y aller et aider comme je pouvais. Et c'est comme ça que Gil a décidé de quitter Israël et Tel Aviv et de se rendre à Amman, en Jordanie, pour atterrir finalement à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, en novembre 2014. La situation n'est pas bonne. Il y a 3 millions de réfugiés au Kurdistan. La Syrie et l'Irak sont minés par la guerre et c'est principalement les femmes et les enfants qui en souffrent. C'est la pagaille, il y a beaucoup de désordre et il n'y a aucune solution facile.
Des solutions, c'est justement ce que c'est de trouver Moti Kahana. C'est lui qui a soutenu Gil ces derniers mois et qui l'a aidé à s'extirper du front. C'est même cet activiste israélo-américain qui lui a permis de ne pas être inquiété plus que cela par les autorités à son retour en Israël. Ma mission ne s'arrêtera pas tant que cette guerre ne prendra pas fin. Donc je vais continuer à aider les femmes et les enfants de Syrie, je vais continuer à faire avancer les choses politiquement à Washington et essayer de convaincre les gens en Israël qu'il y a un génocide qui prend place à quelques kilomètres de chez eux. Après quasiment un an à combattre l'État islamique en Irak et en Syrie dans les rangs des Peshmerga, Gil Rosenberg est de retour en Israël. Quelques jours de repos et de réflexion lui seront nécessaires pour décider de quoi sera fait demain. Voilà donc pour ce reportage de Maël Benoliel. Alors c'est une partie seulement de votre histoire, Gil Rosenberg, qu'on vient de voir là. Qu'est-ce qui vous a pris un jour de vous dire comme ça, je vais aller combattre l'État islamique, qui est aujourd'hui peut-être l'organisation qui fait le plus peur au monde? C'était très simple. J'ai vu des chrétiens yazidis, c'était partout sur les réseaux sociaux, qui étaient torturés, mutilés, avec des croix dans leur gorge. Ils étaient persécutés pour leur religion à cause de leur nationalité. Et je ne pouvais pas rester comme ça et ne rien faire. J'ai ressenti le besoin de faire quelque chose. J'ai vu qu'il y avait des femmes combattantes qui étaient traitées de la même manière que des hommes. Et je me suis dit que je pouvais aider moi aussi, alors pourquoi pas. Le fait d'être israélienne, quand vous êtes présentée là-bas, quand vous êtes arrivée au Kurdistan, comment ont-ils réagi quand vous leur avez dit que je suis israélienne et je veux venir combattre avec vous? Ils ont trouvé ça un peu étonnant? Tout le monde m'a traité avec énormément de respect du fait que j'étais israélienne et juive. Je n'ai jamais été victime de la discrimination de la part des Turcs. Ils nous considèrent comme un modèle pour ce qu'ils veulent dans l'avenir. Et tout le monde était très humble qu'une Israélienne juive veuille les rejoindre pour combattre sur le terrain. Ils se sentaient seuls face au monde, qui ne prêtaient pas attention à ce qui se passait chez eux. Donc vous étiez dans la partie du Kurdistan, ce qu'on appelle le Kurdistan irakien. Vous étiez intégré au sein des unités kurdes? Oui, j'étais dans le Kurdistan irakien. J'étais complètement intégrée, même si j'étais la seule sur les lignes. Dans cette région particulière, je n'ai jamais été traitée différemment. On m'a toujours traitée avec le plus grand respect et comme n'importe quel autre soldat. Bon, vous avez été confronté de près, j'imagine, à ce que sont donc ces combattants de l'État islamique qui sont aujourd'hui considérés comme une menace pour le monde entier. Comment est-ce que vous les avez approchés? Quel contact vous avez eu avec eux? Ce sont des combattants. Comment vous les qualifieriez? Je pense qu'ils combattent. Leur tactique principale, ce sont les attaques à la bombe. Et leur autre style de combat consiste à combattre à distance avec de grosses armes. C'est une manière très... Donc il y a beaucoup de lâcheté, ce que vous dites, dans leur manière de combattre, c'est ce qu'on a compris dans votre propos. Aujourd'hui, quand vous regardez, on a vu aujourd'hui ces images terribles de ce qui s'est passé encore ce matin à Sorouch, dans la partie turque, et cette fois de l'autre côté de Kobané. Cette guerre continue. Est-ce que vous pensez que les Kurdes peuvent s'en sortir? Est-ce qu'ils arriveront à battre l'État islamique seuls? Je pense que les Kurdes ont besoin de plus d'aide internationale. Le Daesh est beaucoup mieux équipé, beaucoup mieux financé. Et si les Kurdes n'obtiennent pas de meilleures armes et un meilleur entraînement, ils n'arriveront jamais à vaincre Daesh. Ils ont besoin de plus d'aide internationale des États-Unis et des autres nations. Vous vous êtes retrouvé en situation de combat. La peur, c'est quelque chose que vous avez ressenti de très près quand vous vous êtes retrouvé comme ça face à eux?
Je n'ai jamais eu peur quand j'étais dans les situations de combat. Je me suis toujours sentie comme là où je devais être et protégée. J'étais là pour faire quelque chose d'important et c'est ce que j'étais en train de faire de manière active. Je n'ai jamais eu vraiment peur. Pourtant, quand on voit ce que font l'État islamique, les combattants de l'État islamique aux prisonniers, vous y pensiez à ça ou pas? Si vous tombiez entre leurs mains, ce qui pouvait vous arriver? Je pense que le type de personne qui est capturée, ceux qui vivent dans la peur, moi je n'ai jamais eu peur que cela m'arrive. Évidemment, on est préparé au cas où ce genre de situation arrive et on garde la dernière grenade pour nous-mêmes. C'est pas très évident d'en parler à la télévision. Évidemment, on garde un 9 mm juste au cas où on doit sauter sa propre vie si on est capturé. Vous avez été au courant, évidemment, que l'État islamique vous a utilisé un petit peu dans sa propagande en affirmant vous avoir capturé à un moment et vous avoir éliminé. Vous l'avez su, ça? C'était leur propagande typique. Ils sont très bons dans la propagande, sur les réseaux sociaux. C'est ce qui transmet la peur dans le monde. Mais la réalité est qu'ils sont des lâches qui utilisent les réseaux sociaux pour faire leur propagande et faire peur aux gens. Ce type de vie là que vous avez mené pendant plusieurs mois, c'est quelque chose que vous aimeriez refaire, ou vous vous êtes dit à un moment, stop, là c'est trop? Je suis arrivée à un moment où je me suis dit que c'était assez. Est-ce que je recommencerais? Évidemment. C'était difficile de partir après tout parce que j'ai laissé tous mes amis derrière qui sont toujours en train de combattre sur les premières lignes et qui sont sûrement en train d'être frappés à ce moment. C'était très difficile de partir, mais j'ai ressenti le fait que c'était le bon moment pour moi de partir et que c'était mon devoir de rendre les gens, de leur faire savoir de ce qui se passait. On vous a vu d'ailleurs sur certaines photos avec des combattants qui, comme vous, venaient de l'étranger. Vous vous êtes retrouvés comme ça avec d'autres combattants venus de pays comme les États-Unis ou d'Europe? Il y a d'autres personnes comme vous qui sont venues aider les Kurdes? Nous étions un groupe de combattants étrangers. Nous combattions avec les Peshmerga. Mais nous avons rejoint cet endroit ensemble. Nous sommes venus de différents endroits, en ayant tous plus ou moins un background dans l'armée. Et nous avons rejoint cet endroit là-bas ensemble pour combattre un ennemi commun. Et nous avons travaillé très bien ensemble. Est-ce qu'on vous a confié des missions spécifiques? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire, ce que vous avez pu faire, ou est-ce que c'est des opérations secrètes? Ces choses sont encore en cours. Je dois protéger les gens qui sont restés derrière. Il n'y a pas énormément de choses spécifiques que je peux vous révéler pour le moment, peut-être plus tard. Alors vous êtes israélienne, d'origine canadienne, mais vous êtes israélienne, Gil Rosenberg. Donc vous êtes revenue en Israël aujourd'hui. Israël aussi, c'est un pays qui est en guerre. Très souvent, il y a une armée. Vous avez servi dans l'armée israélienne aussi. Est-ce que vous feriez la même chose pour Israël aujourd'hui? Évidemment. Sans se poser de questions, c'est ma maison, c'est mon pays, et je donnerai ma vie pour ce pays, sans y réfléchir. Comment vous êtes vu ici, justement, quand vous êtes revenu? Est-ce qu'on vous voit comme quelqu'un, est-ce que les autorités vous ont dit quelque chose? Est-ce qu'on vous voit comme quelqu'un d'un peu bizarre? Ou est-ce qu'on trouve normal, finalement, que vous soyez allé aider les Kurdes? Parce qu'il y a d'autres Israéliens qui aident aussi les Kurdes. Évidemment, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et j'étais un petit peu nerveuse de rentrer en Israël en pensant à ce qui allait m'attendre. Mais les questions à l'aéroport ont été très rapides. Ça a duré que presque 15 minutes. Avec qui j'étais, où j'étais, et ce que j'ai fait avec eux, des choses très basiques. Et ensuite, on m'a libérée, on m'a laissé partir. J'étais préparée pour ceci encore une fois. Ce n'était pas quelque chose qui m'a surpris.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant aujourd'hui? Parce que quand on revient d'une zone de combat aussi importante que là où vous avez été, comment on se réadapte à la vie de tous les jours? Ça va doucement. Je reviens d'une zone de guerre où j'étais ces 9 derniers mois. Alors je me relaxe un petit peu, c'est important, pour encore un peu de temps. Mais je veux continuer à aider, surtout les femmes et les enfants en Syrie et en Irak. Plus du côté humanitaire et politique. Je veux que les gens sachent ce qui se passe là-bas. Et je vais continuer de ce côté-là. Je serai plus sur les premières lignes, mais je continuerai à les aider de la meilleure manière que je puisse. Vous suivez encore ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes informé de ce qui se passe sur le terrain, des combats que mènent justement les Kurdes contre l'État islamique? Évidemment, et je suis toujours en contact avec les gens avec qui je combattais, ce qui se passe là-bas. Tous les jours, toutes les nuits, ils m'envoient des images non-stop. Je suis plutôt au courant de ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que vous aviez comme votre quotidien? C'était quoi? Vous vous leviez le matin là-bas? C'était les combats, la zone de combat toute la journée? Vous étiez, comment ça se passait? Racontez-nous une de vos journées. Nos jours étaient un petit peu à l'envers. Le Daesh était très lâche. La plupart du temps, ils attaquaient à la tombée de la nuit ou juste avant le lever du soleil. Alors on est debout toute la nuit, on tient les lignes et on est habitué à se reposer pendant la journée. C'est un petit peu comme toutes les armées. Il y a beaucoup de gardes, mais les combats ne sont pas tout le temps. Ça peut être quelques minutes, quelques heures, ça dépend des jours. Merci en tout cas pour ce témoignage, Gil Rosenberg. Je rappelle donc que vous avez été la première femme occidentale, donc en plus vous êtes israélienne, ce qui donne encore plus de, on va dire, de cachet à votre initiative à aller combattre l'État islamique aux côtés des Kurdes. Merci d'être venu en parler dans ce studio. Bonne route à vous. Et puis bien sûr l'actualité tragique d'aujourd'hui, ce qui s'est passé à Sourouk et à Kobané nous rappelle que ce combat est loin d'être terminé contre l'État islamique. Voilà, fin de cette édition. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec un nouveau journal complet. Il vous sera présenté par Elsa Mimoun. Très bonne soirée. Merci encore, Gil Rosenberg. Merci à vous.